Rudolf n'était qu'un autre pauvre salaud vivant dans les bidonvilles, entrant régulièrement dans les junkyards riches, pour glisser tout ce qui est utile à distance. Mais quand il est faussement accusé d'avoir assassiné son père adoptif, et jeté dans la fosse, où toutes les ordures du monde sont jetées, il se retrouve à lutter contre les piles de poubelles monstrueuses, se remonter et se venger d'une douce vengeance. Ensuite nous voyons le monde dans lequel il vit est un enfer d'un endroit divisé. D'un côté il y a le Vierge, Image Perfect City, où les riches connards se détendent pour vivre leur meilleure vie. De l'autre, il y a les bidonvilles sales, accueil de gens comme Rudo. La seule chose que ces deux endroits partagent est la fosse, un dépotoir purnigneux pour les ordures et les criminels. Les riches jettent des objets à peine endommagés sans frapper les yeux, comme la mère snob, qui demande avec désinvolte sa fille de vérifier un jouet de chiot. Elle a littéralement acheté, parce qu'il a eu une petite égratignure. Elle dit froidement à l'enfant qu'ils en achèteront un nouveau, parce que Dieu ne plaise que quelque chose semble légèrement imparfait. La fille est d'accord, et sa maman jette sans cœur le chiot joué dans une goulotte à ordures. L'envoie directement dans un camion garé dans un tunnel souterrain, dirigé vers l'énorme tas de poubelles. Ils ne savent pas que le jeune Rudo se cache déjà là-bas. Brandage a tous les goodies que ces gosses gâtés ont lancés. Se faufiler dans la zone de collecte des déchets, Rudo se glisse dans l'une des salles de stockage. Mais sa chance est nulle comme d'habitude. Un garde de cul fouillis entend un bruit suspect, et éclate immédiatement pour le surprendre à creuser à travers la poubelle. Pointant son arme sur Rudo, le garde commence à crier, l'appeler un sale dégénéré, qui ruine la beauté de la ville en thésaurisant les ordures. Rudo ne tresse même pas. Ayant entendu des insultes pires à chaque dimanche effrayant, le garde sonne l'alarme et les renforts arrivent en un rien de temps. Amar Rudo lance des sacs d'ordures sur eux. Et ces gardes monstres soignés perdent complètement la tête à la vue de certains œufs crus tachants. Leurs uniformes précieux se gèlent inutilement, alors que Rudo brouille les vents et s'échappe. Rudolf sort de l'évent près de la sortie. Mais bien sûr, les claquements de la porte fermée droit sur son visage, et plus de gardes inondent, fusils flamboyants. Mais Rudolf esquive sans effort leurs balles comme un expert par cœur, et charge directement vers la sortie. Et il reste parfaitement en sécurité, parce que les gardes craignent clairement de tirer. Tout comme il est sur le point de sauter par-dessus le mur, un coup chanceux broute son bras. Le faire chier encore plus, mais il est déjà hors de vue avant de pouvoir l'attraper. Alors que les gardes stupides perdent leur temps à la chercher, Roméo sort d'un trou d'égout. Maudire sous son souffle, sur la pure stupidité de garder les ordures littérales, que personne d'autre ne veut même. Le lendemain matin, parole sur les putains de voleurs à ordures se propage comme une traînée de poudre, à travers la ville. Et, bien sûr, tous les riches, les connards le blâment instantanément sur les bidonvilles. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent exactement qui est responsable, parce que ce n'est pas la première benne à ordures de Rudolf. L'enfer, la moitié d'entre eux, espèrent secrètement qu'il se fera finalement prendre, juste pour qu'ils cessent de traîner leur réputation plus profondément dans le shitter. Rudo ne pouvait pas se soucier de leurs opinions, alors qu'il s'installe, affichant fièrement toutes les déchets fixes qu'il a récupérés. À ce moment-là, son ami Chua fait d'assaut, énervé, exigeait de savoir pourquoi diable il risque son coup pour un tas de déchets de la ville. Il la hausse les épaules en lui disant « Ces salauds riches jettent des trucs parfaitement bons comme ce n'est rien. » Alors, il se sent désolé pour les pauvres choses. Et des chiffres s'il peut faire de l'argent en argent, c'est juste un bonus. Chouba semble l'obtenir mais tout de suite, 3 petits chapeaux de cendre se présentent, pincer radicalement leur nez, et se plaindre fort, ce quelque chose de mal pire qu'un égout ici. Ils ont averti Chouba de rester à l'écart de Rudo, ou bien elle sent tout aussi mal. Ils rôtissent les gants noirs épais de Rudolf, disant qu'il n'a probablement pas lavé le méchant, chose depuis l'époque des dinosaures, et plaisanter qu'une seule touche de ces mitaines dégoûtantes donnerait à quelqu'un une vie d'éruption cutanée. Un enfant le prend davantage sur la lanterne, Rudo venait de réparer. Restoring que personne dans leur bon sens n'achèterait ce morceau de déchet. Puis le petit gamin se moque des mains de Rudo, elle-même, les appeler encore plus effrayants que ses gants croustillants, et dire que c'est exactement pourquoi il les garde couverts. Rudolf endure silencieusement la séance de rôti. Mais le second français la ligne, en l'appelant le fils d'un meurtrier. Sa patience s'affiche, et ses yeux s'évasent avec une rage soudaine. Pourtant il continue de courir la bouche, disant que les bidonvilles ont été construits pour cacher des criminels, et tous les résidents ici ne sont que leurs descendants foirés. C'est pourquoi la plupart des habitants des bidonvilles s'efforcent de garder leur réputation propre. Le père adoptif de Rudo a terni cette réputation en commettant un meurtre. À ce moment-là, Rudo déchaîne un éclat de mort si intense. Les enfants sacrément près de la merde eux-mêmes se précipitaient tout en poussant les insultes à une distance sûre, affirmer que Rudo finira comme son père. Rudo revient tranquillement à la réparation de la lanterne, et Chewa se rapproche, le rassurant doucement qu'elle sait au fond du fait qu'il est un bon gars, et rien de tel que son père. Rudo devient immédiatement maladroit et rouge au compliment. Mais avant même de bégayer un merci, les yeux de Chewa aperçoivent le jouet de chiot. Il avait attrapé le dépotoir hier soir. Il s'avère qu'il l'a choisi spécifiquement comme cadeau pour elle, en espérant enfin améliorer son pathétique stat de charisme de cul, mais juste comme il est sur le point de le remettre,
La maman de Chewbacca s'associe à interrompre son moment et traîner Chaiwa avant de pouvoir terminer sa jolie mission. Après ce moment de cul maladroit, Rudo ne rentre chez lui que pour trouver son père adoptif. Racto se détendant là, l'attendant. Racto commence immédiatement à le claquer, imitant parfaitement. Quand il a essayé de remettre Chewie, le chiot Rudo devient rouge vif, embarrassé comme de la merde, parce qu'il n'avait aucune idée que Racto regardait toute la catastrophe se dérouler. Racto rit et dit: ils discuteront de sa vie amoureuse pathétique plus tard. Mais il a d'abord besoin de parler de la dernière aventure de Junkyard de Rudo. Racto lui rappelle doucement qu'il n'est pas nécessaire de se pousser autant, car ils ne sont pas complètement cassés. Il pense que Rudo se sent probablement endetté, parce qu'il l'a adopté, après que le père biologique de Rudo a été jeté dans ce trou pour meurtre. Rudo insiste rapidement sur le fait que ce n'est pas comme ça. Il considère vraiment le Racto comme une famille, et fait juste sa part. Avec un sourire connaissant, le Racto lui conseille d'être tout aussi honnête avec Chua. Faire une accent aigu proupation de Rudo, qu'il rouvre accidentellement sa blessure du coup de feu hier soir. Alors Racto s'occupe instantanément de lui, appliquer soigneusement les premiers soins, et changer les bandages sur ses mains. Aussi bien regarder ses mains effrayées. Rudo se souvient qu'ils ont été foutus depuis aussi longtemps qu'ils se souviennent. Tout le monde le juge toujours pour ça. Et parfois ils avaient mal au hasard comme l'enfer sans raison. Jusqu'à ce que Racto le connecte avec ses gants noirs, ce qui soutient comme par magie la douleur. Après avoir terminé le bandage, Racto lui dit franchement qu'il ferait mieux de se dépêcher, et avouer à Chua avant qu'un autre trou du cul ne la vole loin. Alors qu'il se chamaille et plaisante, un salaud effrayant portant un masque, écoute silencieusement les ombres. À l'extérieur d'espionnage, sur toute leur conversation, le lendemain matin Rudo sort enfin de son cul. Construit le nerf pour avouer, attrape le jouet de Chiot, et se dirige directement à la place de Chew. Mais bien sûr la merde ne se passe jamais bien, parce que le long du chemin, il trébuche sur une scène qui n'est malheureusement pas rare autour de ces parties. Au bord des bidonvilles se trouve la tristement célèbre fosse, le dépotoir pour les déchets et les criminels hardcore. Aujourd'hui, il lance un autre pauvre salaud vers le bas dans ce dieu abandonné. Rudo regarde incapable de détourner le regard, se demandant jusqu'à ce que diable arrive aux gens qui sont jetés là-dedans. De nulle part, Chua apparaît juste à côté de lui, commentant avec désinvolture la façon dont est gâchée la scène, presque faire sauter Rudo de sa peau, parce qu'il n'était pas encore mentalement prêt à la voir. Complètement inconscient de sa panique, elle continue de discuter avec désinvolture des exécutions et d'autres merdes foirées avant de devenir soudainement sérieux. Lui dire qu'elle ne veut pas voir son cul stupide. Jeté là-bas, elle admet qu'il pourrait y avoir des choses précieuses dans cette fosse à ordures, mais ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Rudolph marmonne tranquillement que Racto a dit la même chose exacte, et avec un regard doux, elle lui dit que c'est parce que Racto se soucie également vraiment de lui. Il prend le cerveau alimenté par la pomme de terre de Rudolph, un moment solide, pour réaliser que quand Chou a dit que Racto l'aime aussi, elle avoue discrètement qu'elle l'aime aussi. Chewie devient rapidement rouge vif, clairement embarrassé comme l'enfer par la façon dont ces mots sonnaient, mais il est déjà trop tard. Rudo est parti mentalement vérifier, court-circuit complètement. Il s'effondre considérablement au sol, couvrant son visage comme un idiot, avant enfin de rassembler le courage de remettre le jouet de chiot, marmonnant nerveusement que même si cela venait de la poubelle, le chiot serait certainement plus heureux avec elle. À son choc absolu, Chua accepte joyeusement le cadeau, promet de le chérir. Rudo perd pratiquement sa merde tout de suite. Plus heureux que jamais dans sa vie misérable. Il commence littéralement à sauter et à danser comme un dors complet. Tout le chemin du retour désireux comme un enfer pour s'en vanter Racto, immédiatement en cours de route, il se heurte à un tas de gardes, qui ne dérangent même pas le reconnaître. Ce qui est bizarre mais peu importe. Il est trop étourdi pour nous soucier des raisons pour lesquelles ils errent dans les bidonvilles. Aujourd'hui il a ensuite éclaté par la porte d'entrée, babillé avec enthousiasme à Racto à propos de tout ce qui vient de se passer, mais ses paroles s'attrapent dans sa gorge. Quand il voit le Racto s'effondrer sur le sol, épinglé sous un salaud de cul, effrayant masqué. Le mec masqué se tourne calmement pour regarder directement Rudo, puis plonge froidement son couteau encore plus profondément dans le corps de Racto. La rage dépasse complètement Rudo. Il accusait le meurtrier, mais avant qu'il ne puisse même balancer un coup de poing, il est très dur. Il ne se sent même pas frapper le sol. Au moment où Rudo retrouve ses sens, le connard masqué a déjà terminé le travail. Le tueur choisit un livre sur le sol et se promène avec désinvolture, donnant à peine à Rudo un deuxième coup d'œil. Rudo essaye de ramper après lui, désespéré pour la vengeance, mais une voix faible l'arrête dans ses traces. Racto, en quelque sorte toujours accroché, respirait à peine et avec sa dernière once de force, il supplie Rudo à courir paniqué. Rudo se précipite à côté de Racto, promettant qu'il obtiendra de l'aide, mais Racto secoue faiblement la tête, lui dire de sortir de l'enfer, et changer ce spectacle de merde d'un monde en quelque chose de mieux. Puis le corps de Racto devient mou, et le cerveau de Rudo se fige, incapable même de comprendre le cauchemar dont il vient de voir. À ce moment exact, les soldats font irruption dans la maison, zappant immédiatement Rudolph avec leurs armes d'étourdissement, et l'épinglé au sol. L'accusé de meurtre Rudo insiste frénétiquement sur le fait qu'il est innocent, les suppliant de courir après le vrai tueur, qui est littéralement sorti.
Mais les gardes ne se soucient pas, affirmant qu'ils l'ont attrapé en rouge, et ces explications n'ont pas d'importance. Rudolf continue de plaider son innocence, mais ils ignorent ses plaidoyers désespérés, et ils l'ont fermé de la bonne manière à l'ancienne, en lui faisant tomber l'enfer avec un coup de poing solide à la tête. Peu de temps après, Rudolf a transporté l'échafaud pour payer pour un crime qu'il n'a pas commis. Pratiquement, tout le monde des bidonvilles s'est rassemblé pour le divertissement tordu, ainsi que des connards VIP de cul suffisants dans les riches districts. Le juge le regarde avec dégoût. Jaillir des conneries prétentieuses sur le meurtre, être parmi les péchés les plus terribles que l'on peut commettre, il déclare froidement que, même si la victime de Rudo était juste un peu de citadon, la phrase ne sera pas adoucie. Mort en le jetant dans la putain de fosse. La foule se déchaîne avec approbation, applaudir comme s'il regardait un match de football effrayant. Rudo ne peut toujours pas enrouler la tête, ce cauchemar, et désespérément, recherche même un seul visage qui croit son innocence. Ses yeux se verrouillent sur le Chua debout dans la foule. Il crie à son coup de pouce, désespérément qu'il n'a pas tué Rakto, la suppliant de trouver le vrai salaud responsable. Mais Chua le ferme froidement, disant qu'elle lui faisait confiance une fois. Mais il a trahi cette confiance. Elle ne l'appelle amèrement qu'un fils d'un meurtrier après tout. Jetant le jouet de chiot de côté, alors qu'elle lui tourne le dos, sa trahison se rétrécit plus profondément que n'importe quelle autre merde qu'il a traversée, et quelque chose en lui clique. Rudo perd complètement son sang-froid, criant furieusement au salaud l'appelant les poubelles. Il crie que ce sont les vraies ordures ici. Sac de viande sans cerveau, sans le trip, ou la volonté de voir la vérité. Il jure qu'il traînera tous les derniers en enfer. Mais à ce moment-là, il remarque le meurtrier masqué, effrayant debout avec désinvolture dans la foule. Profiter du spectacle. Mais avant de pouvoir crier la vérité, ils l'ont poussé hors du bord. La chute se sent sans fin, et Rudo finit par se faire naître, pensant qu'il a fait pour de bon. Mais la chance est étrangement de son côté aujourd'hui, parce qu'il atterrit dans le tas massif de déchets au fond des stands, indemne, à l'exception de sa fierté brisée. Alors qu'il retrouve lentement la conscience, il se demande comment, dans l'enfer impie, il respire encore. Puis l'odeur le frappe pleine force, et même un commissaire de poubelle chevronné comme lui, gague de façon incontrôlable, presque s'évanouissant à nouveau, de la puanteur seule. Quand ses yeux s'ajustent enfin, il prend le transport, océan sans fin de saleté, s'étendant devant lui, merde fumante qu'il n'a jamais vue auparavant avec des ordures familières. Il se demande toujours dans quel genre d'endroit gâché dans lequel il a atterri, quand soudain une énorme ombre se profile sur lui, effacer la petite lumière disponible. Rudolf se retourne et la merde. Debout devant lui est une créature monstrueuse entièrement fabriquée à partir de poubelles, lui en le regardant avec un énorme décroc dégoûtant prêt à le déchirer. Rudolf se divise alors, en un sprint désespéré. Alors que plus de monstres éclatent des ombres, les trois créatures l'entourent instantanément, bloquant chaque itinéraire d'évasion possible. Dans un moment de terreur pure, Rudo se rend enfin compte qu'ils ne sont pas des bêtes normales, les géants grotesques assemblés à partir de tas de ordures flippantes. Il n'a aucune idée de comment quelque chose de ce fou pourrait même exister, ou comment diable il va survivre. Sa seule option est de faire confiance à ses instincts et à esquiver comme un fou, alors qu'il cherche désespérément une issue. Il trébuche soudainement sur quelque chose, un crâne humain et une horreur le remplit, comme il s'imagine se retrouver exactement comme ce squelette sans vie. Il refuse de l'accepter, mais au plus profond, il manque d'espoir. La rage et le désespoir l'ont frappé, alors qu'il maudit ces salauds qui l'ont jeté ici, malgré son innocence, se demandait amèrement comment les choses pourraient éventuellement obtenir ce mauvais. Les ordures se déplacent sous ses pieds, faire passer le sol, l'envoyer en chute vers le bas dans l'obscurité. Il écrase la douleur dure tirant à travers chaque centimètre de son corps battu. À peine capable de bouger, il ne peut pas reprendre son souffle. L'air sale tranchant à travers ses poumons comme du verre, avec chaque halètement, il sait qu'il est à court de temps. Alors il scanne désespérément pour un endroit en toute sécurité, mais ne voit rien sauf des collines, sans fin de poubelle. La réalité cruelle s'enfonce. Ce cauchemar pourrait vraiment être comment tout cela se termine. Il toussa violemment le sang se répandant de sa bouche. Preuve que son corps commence à s'arrêter. Même si son esprit refuse de se rendre, les créatures se rapprochent, prêtes à le terminer. Battu et coincé, les pensées de Rudo dérivent vers son père adoptif Recto. Un homme bon qui ne méritait pas de mourir. La colère et le chagrin le remplissent à nouveau. Il ne peut pas arrêter maintenant. Pas avant de faire payer le tueur de Recto tout de suite. Quelque chose au fond de lui se réveille. Une force inconnue mais puissante, le pressant de se tenir debout et de se battre. En utilisant chaque force restante, il attrape une pipe métallique allongée à proximité et se force sur ses pieds. Il n'y a aucun moyen qu'il descende tranquillement. Pas avant qu'il n'ait trouvé le salaud qui l'a encadré, pas avant qu'il ne soit vengé Recto. Avec toute cette fureur canalisée en un dernier swing, Rudo brise le monstre. Le frapper violemment déséquilibré. Ailleurs dans la vaste mer de déchets, un gars particulier tenant un parapluie observe avec désinvolture le combat désespéré de Rudo, à travers une paire de jumelles. Mais nous découvrirons qui est assez tôt ce mec. De retour dans la chaleur de la bataille, Rudo passe en mode sauvage. Nager furieusement sans vrai plan, sauf le chaos pur. Le monstre le repousse, atterrir un coup solide, mais l'adrénaline de Rudo engourdit toute douleur, et il riposte immédiatement, en lançant son tuyau d'acier directement sur le visage de la bête.
Tout comme il reprend son souffle, un autre monstre éclate des poubelles sous lui. Faire tomber Rudo en arrière maintenant, la douleur frappe. Enfin, le sang coule de sa bouche. Mais il est trop amplifié pour s'arrêter. Il charge à nouveau en saisissant un morceau pointu de toiture métallique, et divise violemment un monstre en deux. C'est une réalisation folle, mais le corps de Rudo est à sa limite absolue. Et il ne peut pas éviter l'attaque de la prochaine bête. Mais la créature bat le sol avec une telle force qu'il catapulte Rudo dans l'air. Atterrir juste au pied de ce mystérieux gars qui regarde plutôt. Son étranger a un masque pour gérer l'air toxique. Et il porte ce stupide parapluie, même s'il ne pleut pas. Sans un mot, il lance Rudo avec désinvolture pour littéralement aucune raison du tout. Puis enfin gifle un masque respiratoire sur son visage. Le laisser attraper de l'air. Luttant pour comprendre ce qui se passe, Rudo commence immédiatement à remettre en question l'homme sur son identité, leur emplacement et la nature de cet endroit bizarre. Mais le gars refuse froidement de répondre, lui dire juste de se taire. Quand Rudolf continue de crier plus fort comme un idiot absolu, exiger plus de réponses, l'homme mystérieux se précipite enfin et crie en arrière. Lui dire que cet endroit n'est pas souterrain. C'est en fait au-dessus du sol. C'est juste là que toute la putain de ville jette ses déchets sans fin. Le gars explique qu'il ne restait que le silence pour éviter d'attirer plus de monstres. Mais merci à leur match de cris forts, ces poubelles comme ils les appellent. Recommencer à émerger, l'étranger informe Rudo que les armes normales ne feront pas de merde contre ces monstres. Mais heureusement pour lui, ce parapluie de cet homme n'est pas un parapluie ordinaire. Soudain, le parapluie se transforme en une version encore plus folle de lui-même. Calmement et froidement, le gars pointe sur le monstre le plus proche, et avec un exercice puissant comme l'attaque, vaporise la bête en petits morceaux. Plusieurs autres monstres de poubelle leur facturent. Mais le gars les essuie tous avec un seul balayage ridicule de son parapluie. Laissé Rudo sans voix pour une touche finale. Il déchaîne son attaque la plus puissante, appelant de façon spectaculaire, Octo Shredder et tranche tous les monstres restants, proprement dans les lambeaux. Avec les monstres allés, le gars étrange revient à Rudo. Encore une fois, Rudo demande qui il est exactement, et cette fois, le gars enlève enfin son masque, se présente comme un moteur, et mentionne avec désinvolture qu'il est un plus propre ici. Mais clairement, plus propre a un sens plus profond, suggérant qu'il pourrait appartenir à un mystérieux groupe secret appelé les Nettoyeurs. Le deuxième moteur enlève le masque, la puanteur insupportable le frappe fort, le fer étouffé, il regrette immédiatement cette décision stupide, se plaint fort de l'horrible qualité de l'air, et remet rapidement le masque. En ce moment, Rudo réalise que le moteur n'est probablement qu'un mec aléatoire comme lui. Et maintenant qu'il a obtenu au moins quelques réponses, son corps épuisé le laisse finalement s'évanouir. Dans ses souvenirs d'état inconscient, il inonde son esprit, le ramener à une époque où il était encore avec le recto. Un jour, il rentre à la maison trempé et misérable après avoir été intimidé par certains enfants. Quand Recto lui a demandé ce qui s'était passé, Rudo a expliqué qu'il avait dit à ses brats que les objets avaient des âmes, si vous les traitez bien pour qu'ils se moquent, et le poussaient. Recto a demandé s'il avait riposté, et quand Rudo a dit qu'aucun Recto ne l'a loué pour ça, Rudo a alors rappelé à Recto qu'il avait lui-même dit une fois, si un objet est traité avec soin et respectueusement pendant longtemps, finalement, une âme l'habitera. Recto s'est rapproché de lui demander si Rudo croyait vraiment cette légende. Il a admis que même celui qui avait partagé cette croyance, je ne savais pas si c'était vraiment vrai, parce que ce n'était qu'une légende transmise sans preuve de béton. Recto a toujours dit qu'il préfère le croire de toute façon, qui s'accumule, lorsqu'il est bien traité, pourrait en effet être habité par une âme. Il a doucement séché Rudo. Remarquez que même la serviette pourrait avoir une âme, ou bien comment pourrait-il être si efficace pour nettoyer le corps d'une personne, et Recto a dit que même les gants que Rudo portait pourraient un jour gagner leur propre âme. Et aidez-les, ils ont ri ensemble. Plaisanté que peut-être même les toilettes pourraient avoir des âmes, si les gens les traitaient assez gentiment. Mais cette mémoire chaude est de courte durée. Comme Rudo est ramené dans la réalité, une réalité qui est encore plus cruelle qu'il ne s'y attendait, mais au moins il est toujours en vie, après ce qui vient de se passer. Il se sent enchaîné, et se faire traîner à peu près le sol sale. Quand il jette un coup d'œil, il se rend compte que la personne qui le traîne est un moteur, le même bizarre d'avant. Le moteur ne se soucie clairement pas du confort de Rudolf, continuant à le traîner sans pitié à travers la saleté. Rudolf se demande si peut-être il est enfin temps d'accepter son misérable sort. Mais s'il abandonne maintenant, cela signifie abandonner la vengeance contre toutes les personnes qui lui ont fait du tort, et il n'est pas prêt à les laisser décrocher. Ruto crie désespérément sur le moteur, exigeant d'être ramené à la surface. Le moteur le regarde comme s'il avait perdu son putain d'esprit, se moquant de lui, pour avoir pensé qu'il reste même une surface pour revenir. Le moteur explique franchement que ce que Rudo pense, c'est la surface, n'est même plus là. Le monde en décomposition est une sphère. Une structure mobile, c'est déjà dérivé loin de là où Rudo a été jeté. Rendre un retour impossible. Mais Rudo n'écoute pas les explications du moteur. Il insiste obstinément, il hurlera sans s'arrêter à moins que le moteur ne l'aide à revenir. Il plaide désespérément, le moteur mendiant de lui en dire plus sur ce monde foiré. Et la sphère. Moteur cependant, s'en moquerait.
et il ignore la mendicité de Rudo. Continue de le traîner en silence, et finalement le déposer près d'une ligne de camion à l'aspect crasseux. Et sans un autre mot, le moteur s'éloigne. Rudo a paniqué, et frustré, crie à nouveau sur le moteur, mais le gars étrange ne regarde même pas en arrière. Rudo se retourne lentement, et voit un groupe de personnages étranges, l'approche. Au début, il ne sait même pas s'ils sont humains. Je prie juste qu'ils ne sont pas un autre groupe de monstres. Sur le point de le déchirer, heureusement. Il ne semble pas hostile, du moins pas encore. Il s'approche, curieusement surpris et amusé par le fait qu'il est toujours vivant. Il demande s'il est réellement de la sphère, et quand il le confirme, ils retirent avec enthousiasme leur masque et se dépêchent de se rapprocher. Ils révèlent, ça fait pour toujours qu'ils ont trouvé quelqu'un de la sphère, qui n'était pas déjà mort, donc voir un vivant les choque complètement. L'un d'eux avance avec bonté, faire semblant d'aider Rudo en supprimant les chaînes. Rudo soulagé conclut instantanément. Ces gens doivent être meilleurs que le moteur, mais malheureusement, il ne pouvait pas avoir plus tort parce que ces gens sont bien pires. Il le rehausse immédiatement plus fort qu'avant, le chaînait grossièrement dans l'un des camions, rit cruellement juste devant lui, il parle ouvertement du profit énorme qu'ils réaliseront en le vendant. Non seulement il prévoit de vendre son corps, mais il discute joyeusement. Vendre ses yeux, de la tête, oreilles, tout. Il demande de manière moqueuse s'il croit réellement qu'il se souciait. Lui rappeler durement que tout le monde ici déteste les gens de la sphère. En fait, les sphérites vont chercher des prix aussi élevés, précisément à cause de combien ils sont méprisés. Vous vous demandez peut-être pourquoi les sphérites sont si détestés, et honnêtement la raison est simple. Les gens là-haut sur la sphère continuent de jeter toutes leurs ordures, ici dans la fosse, empoisonner l'air, ruinant l'environnement, et transformer leurs poubelles en monstres mortels. D'innombrables personnes ont perdu leurs proches au profit de ces créatures, alors la haine envers quiconque de la sphère est profonde. L'un des hommes ramasse une poignée de poubelles et la pousse vers Rudo, se moquant de lui, en disant qu'il ferait mieux de le manger s'il veut rester en vie, puisqu'ils ont besoin qu'il respire pour récupérer un bon prix, et une fois qu'ils le vendent, ils paieront volontiers de plus pour le regarder se faire torturer. Le gars force un morceau d'ordure directement dans la bouche de Rudo. Dans Blind Rudo snaps, mordre vicieusement, et déchirer la peau pour nettoyer 2 des doigts de l'homme. Avant de les avaler entières, il attrape ensuite avec défi une autre poignée de poubelles, et mange aussi. Leur dire qu'il ne se soucie pas de leurs gémissements sur les poubelles, Monsters la sphère ou quoi que ce soit d'autre, parce que tout ce qu'il ressent est une pure fureur. Soudain, son corps s'enflamme dans une augmentation intense d'énergie rouge. Les chaînes le liant se transforment en une arme qu'il exerce instinctivement. À ce moment-là, il se souvient des paroles de Recto, que les objets, si vous êtes traités avec soin, peuvent gagner ses propres âmes, et même vous sauver un jour. Le moteur regarde silencieusement à distance. Reconnaître immédiatement ce qui se passe. Les gens qui peuvent exploiter les âmes des objets sont connus sous le nom de donateurs. Réaliser ce qui se passe. L'homme blessé ordonne désespérément aux autres à submerger Rudo. La revendication des donateurs n'a rapidement que la force d'un seul objet. Alors il se dépêche, et laisse tomber la chaîne de sa main. Mais ils sont complètement stupéfaits quand Rudolf attrape un pneu à proximité, et tire sans effort la force de cela. Aussi maintenant, ils se rendent compte que ce n'est pas n'importe quel donneur ordinaire. Il peut contrôler plusieurs objets, et il est incroyablement puissant. Rudolf les abat tous un par un. Et comme il est sur le point de finir, hors de leur leader, le moteur intervient, saisir le bras de Rudolf et supprimer l'énergie rouge déchaînée. Rudolf instantanément reprend ses sens. Confus et désorienté mais reconnaît immédiatement le moteur. Le moteur s'excuse de l'avoir abandonné plus tôt, disant qu'il l'a fait seulement pour voir exactement de quoi Rudo était capable. Maintenant qu'il a confirmé la force de Rudo, le moteur promet d'expliquer tout sur ses capacités. La fosse et même la sphère. Si Rudo accepte de rejoindre les nettoyeurs, parce qu'ils ont mal besoin de quelqu'un comme lui, c'est une offre assez tentante, considérant qu'il a désespérément besoin d'alliés et la protection dans ce monde foiré. Mais Rudo se souvient de ses trahisons passées et rejette rapidement l'accord. Si vous aimez le récapitulatif, assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr n'oubliez pas de laisser tomber un, partagez-le avec vos amis, et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Surtout activez la cloche de notification. Alors, tu es le premier à prendre le prochain épisode dès qu'il tombe. Prenez soin de vous, et je vous verrai dans le prochain.